Joining us now is Democratic Congresswoman Maxine Waters of California. She is the ranking member on the House Financial Services Committee, and Congresswoman Debbie Wasserman Schultz of Florida. She is the former chair of the DNC. Congressman Wasserman Schultz, it's good to see you again. It's been a while. Lots happened over the summer, and here we are as we head into the fall with the president making a power grab against the Federal Reserve. They've telegraphed and promoted this effort through Project 2025 and other means. Certains mouvements institutionnels prennent de l'importance, non pas en raison de leur fréquence, mais plutôt de la manière dont ils modifient la logique avec laquelle le système réagit à ses propres limites. Le matin du 11 octobre 2025, la Chambre des représentants a officiellement enregistré une nouvelle série d'articles de mise en accusation contre le président en exercice. La proposition a été présentée par le député Sheref A. Tanidar, représentant démocrate du Michigan, et a été déposée moins de 48 heures après 2 mesures exécutives qui ont relancé le débat sur les limites constitutionnelles de la présidence. Le document, transmis à la commission judiciaire, ne reprend pas les fondements des procédures précédentes. Il se concentre plutôt sur des événements récents, un décret exécutif émis sans consultation du Congrès et la destitution d'un procureur fédéral pour avoir refusé d'ouvrir des enquêtes contre des adversaires politiques. Bien que la procédure législative en soit encore à ses débuts, ce qui rend cet épisode singulier, c'est son contexte. Dans les coulisses de l'exécutif, des rapports font état de réunions confidentielles entre des membres du cabinet présidentiel, au cours desquelles l'invocation éventuelle du 25e amendement aurait été discutée. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Il a eu des répercussions parmi les organes juridiques, les commissions techniques et les centres de conseil législatifs, suggérant que de multiples instances ont commencé à percevoir le même point d'inflexion institutionnel. La convergence temporelle entre la présentation des articles de destitution et les signes de délibération interne sur la capacité fonctionnelle du président confère à ce moment une densité inhabituelle. Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle contestation partisane, ni d'un autre débat juridique isolé. Ce qui se profile, c'est la superposition de pressions, externes et internes, sur la continuité de l'autorité présidentielle. Jusqu'alors, la rhétorique autour du 25e amendement se limitait à des secteurs marginaux du débat politique. Avec les récents rapports, elle est désormais considérée comme une hypothèse opérationnelle au sein même de la structure gouvernementale. Ce changement suggère que la remise en question du maintien du président à son poste ne provient plus exclusivement de l'opposition, mais aussi de cercles institutionnels qui, traditionnellement, agissent avec réserve face à tout scénario d'instabilité. La simultanéité de ces mouvements modifie la perception de la gravité des faits. Même si les procédures en sont encore à un stade préliminaire, le simple fait qu'elles se déroulent en parallèle, à partir d'origines différentes, renforce le sentiment que quelque chose de structurel a été atteint ou dépassé. Le texte des nouveaux articles accuse le président d'avoir compromis l'équilibre fonctionnel entre les pouvoirs, en émettant de manière unilatérale un ordre classant des groupes internes comme des organisations terroristes, sans soutien juridique suffisant, ni coordination préalable avec le Congrès. En outre, le deuxième point du document souligne une tendance à l'utilisation politique du système judiciaire, mise en évidence par le licenciement présumé d'un procureur fédéral pour ne pas avoir suivi des directives jugées inappropriées. Ces 2 événements se sont produits la même semaine et ont été accompagnés de manifestations publiques d'entités juridiques qui, bien que ne faisant pas partie du gouvernement, ont toujours veillé au respect de l'intégrité institutionnelle. Il s'agit notamment d'organisations non partisanes qui ont commencé à mettre à jour des listes de comportements considérés comme passibles de poursuite, en incluant ces 2 événements comme de nouveaux cas pertinents. À partir de là, le débat dépasse le cadre de l'affrontement idéologique et s'articule autour de la mise en œuvre de dispositifs constitutionnels qui, jusqu'alors, étaient partis rester des réserves formelles du système, plus citées en théorie qu'en pratique. Dans les couloirs du Congrès, la proposition de destitution a commencé à circuler avant même sa signature officielle, au milieu d'une succession de réunions techniques, d'avis juridiques et de discussions entre les membres de la minorité démocrate. Même si la composition actuelle de la Chambre réduit les chances d'une avancée immédiate, l'envoi du document n'a pas été interprété comme un simple geste. Des parlementaires de différentes commissions ont confirmé, dans des déclarations publiques, que les événements récents avaient motivé une réévaluation interne des limites de la tolérance institutionnelle. Dans le même temps,
Des médias spécialisés ont commencé à rapporter des indices de discussion entre secrétaires d'État, conseillers juridiques et membres haut placés du cabinet sur les critères d'invocation du 25e amendement. Bien qu'il n'y ait pas de registres officiels, des sources liées au ministère de la Justice et au Conseil national de sécurité ont mentionné la circulation d'avis informels sur le concept d'inaptitude à exercer la présidence. L'existence simultanée de ces deux vecteurs, articulation législative et délibération interne, rend ce moment unique et déplace le centre du débat politique vers un territoire où les limites constitutionnelles cessent d'être abstraites et sont testées en temps réel. Même sans définition immédiate, cet épisode a déjà provoqué des ajustements perceptibles dans le comportement institutionnel. Des commissions thématiques ont anticipé des réunions, des conseillers juridiques ont renforcé les analyses de risques et les organes de presse ont lancé des couvertures spéciales. Il ne s'agit pas d'une réaction à une crise ponctuelle, mais de la perception que les mécanismes de contention prévus dans l'ordre juridique pourraient être amenés à se déclencher. Dans de tels contextes, la réponse du système ne se traduit pas nécessairement par des déclarations publiques ou des confrontations directes. Elle se manifeste souvent par l'action d'acteurs qui, dans le même temps, cherchent à comprendre les limites de ce qui est tolérable et à préparer des solutions au cas où ces limites devraient être formellement activées. C'est là que le chevauchement entre la procédure de destitution et l'analyse du 25e amendement devient plus qu'une simple coïncidence temporelle. Bien que non coordonnés, ces deux fronts reflètent la même inquiétude, celle que la continuité de l'autorité présidentielle, telle qu'elle est exercée, soit devenue l'objet légitime d'une contestation formelle dans le cadre des règles du système lui-même. Des analyses comme celle-ci aident à comprendre comment les institutions réagissent lorsqu'elles sont confrontées à des dilemmes simultanés, et comment les mécanismes constitutionnels, souvent considérés comme inertes, peuvent devenir actifs face à des combinaisons spécifiques d'événements. Si vous appréciez le suivi contextuel et continu de ces mouvements, cette chaîne s'engage à vous offrir une lecture dense, sans raccourcis et axée sur ce qui est réellement en jeu. C'est dans ce contexte que différents niveaux du système politico-administratif ont commencé à fonctionner en parallèle, mais pas nécessairement de manière coordonnée, face à ce qui apparaît déjà comme un épisode de convergence atypique entre les mécanismes de responsabilisation institutionnelle. La présentation des articles de mise en accusation, même si les chances d'une procédure rapide sont limitées, a servi de signal pour d'autres organes qui agissent traditionnellement à distance du conflit direct entre le législatif et l'exécutif. Peu après le dépôt officiel, des entités juridiques ayant une expérience en matière de surveillance constitutionnelle ont commencé à mettre à jour leurs avis techniques et leur liste de comportements incompatibles avec l'exercice de la fonction. L'organisation Free Speech for People, connue pour son action dans le domaine de l'intégrité présidentielle, a publié une révision d'urgence de ses rapports, intégrant les 2 épisodes les plus récents à l'ensemble des motifs considérés comme susceptibles de justifier une procédure de destitution. La nouvelle position du groupe, qui a pendant des années œuvré dans des domaines plus académiques qu'opérationnels, a été rapidement citée par des conseillers législatifs et utilisée par des parlementaires comme source secondaire dans des déclarations à la tribune. À partir de là, le système a commencé à enregistrer des mouvements interdépendants. La bibliothèque juridique du Congrès a mis à jour ses analyses sur la portée du 25e amendement, en incluant les précédents doctrinaux qui, jusqu'alors, You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing mob. procédures liées à la délivrance d'ordonnances exécutives ayant des effets extrajudiciaires immédiats. Bien qu'aucune de ces actions ne constitue, à elle seule, une offensive formelle contre l'autorité du président, leur occurrence simultanée contribue à la formation d'un environnement institutionnel où la remise en question est désormais traitée comme une hypothèse légitime. Ce qui était auparavant évité par prudence est désormais examiné par mesure de précaution. Le bureau du procureur général, quant à lui, a demandé des avis supplémentaires sur les limites de l'action de l'exécutif en matière de classification des menaces internes, en particulier lorsqu'il s'agit de désignations ayant des effets juridiques automatiques, comme la catégorisation de groupes comme entités terroristes. Cette révision normative, même si elle se limite au domaine technique, a été considérée par les analystes comme une réponse indirecte au récent décret exécutif, qui visait à classer les collectifs antifascistes dans cette catégorie sans passer par les procédures requises dans d'autres instances. En interne, cela a relancé les discussions sur la séparation des compétences et les risques liés à la centralisation des décisions ayant un impact immédiat sur l'application du droit pénal.
Parallèlement, le contrôleur général de l'Union a lancé des audits extraordinaires sur les contrats d'urgence signés par des agences fédérales directement subordonnées au cabinet présidentiel. Une mesure qui, bien que prévue par la réglementation, est rarement mise en œuvre sans provocation externe ou signal institutionnel préalable. Cette convergence aide à comprendre pourquoi, même en l'absence de déclarations officielles, le milieu politique a commencé à fonctionner dans l'attente d'une refonte fonctionnelle. La Cour suprême, bien qu'elle n'ait pas encore été directement saisie des événements récents, a enregistré ces dernières semaines 4 recours portant sur les prérogatives présidentielles. Parmi celles-ci, 2 mentionnent indirectement les effets du récent décret, soulignant d'éventuelles violations des libertés civiles et un excès de pouvoir. La simple admissibilité de ces actions, même préliminaires, a déjà été interprétée par les juristes comme un signe que le pouvoir judiciaire commence à se préparer à agir en tant que médiateur dans un conflit qui, jusqu'alors, se déroulait dans le domaine législatif et administratif. Il s'agit d'un mouvement qui se répète historiquement dans les moments de fortes tensions institutionnelles, lorsqu'il y a chevauchement d'initiatives de responsabilisation. Le système a tendance à rechercher une instance de stabilisation, même si cette fonction n'est pas toujours assumée volontairement par les tribunaux supérieurs. À partir de cet environnement de réverbération technique, le champ politico-partisan s'est également reconfiguré. Les dirigeants démocrates, jusqu'alors réticents à la réouverture d'une procédure de destitution, ont commencé à soutenir officiellement le débat en commission, sans pour autant déclarer leur soutien inconditionnel à la proposition présentée. Ce changement de position n'indique pas une adhésion automatique, mais révèle le degré de pression interne subi par les parlementaires face à l'accumulation de signes institutionnels indiquant que quelque chose d'atypique est en cours. Du côté républicain, en revanche, la réaction a été majoritairement modérée. Même si les proches alliés du président ont nié toute possibilité de rupture au sein du cabinet, les figures les plus expérimentées du groupe parlementaire ont exprimé leur malaise face au volume d'informations publiques sur les réunions internes et à la possibilité que des discussions sur le 25e amendement soient effectivement en cours. Ces manifestations, aussi prudentes soient-elles, indiquent que le degré de stabilité au sein de l'exécutif n'est plus considéré comme acquis. D'un point de vue normatif, cet épisode a également relancé le débat sur les limites d'interprétation de l'amendement. Des juristes de différents courants ont commencé à publier des analyses sur l'applicabilité de cette disposition, dans les cas où il n'y a pas d'incapacité médicale diagnostiquée, mais plutôt un écart systématique de conduite administrative. Cette ligne d'argumentation, bien que minoritaire jusqu'à récemment, a pris un nouvel élan après l'inclusion de la destitution du procureur fédéral dans l'ensemble des motifs présentés dans les articles de mise en accusation. L'idée centrale est que l'inaptitude fonctionnelle peut être caractérisée par une succession d'actes qui compromettent objectivement la capacité du président à remplir les devoirs constitutionnels qui lui sont attribués. Cette interprétation se heurte toutefois à la résistance des constitutionnalistes les plus orthodoxes, qui mettent en garde contre le risque d'une extension indue du concept, avec des répercussions institutionnelles possibles à l'avenir. Dans ce cas, le débat ne se limite pas au président actuel, mais a des répercussions sur la manière dont les futurs cabinets interpréteront la frontière entre autorité légitime et responsabilité fonctionnelle. Parallèlement aux démarches formelles, la presse et les canaux de surveillance civique ont également commencé à jouer un rôle important dans l'amplification du sujet. Les portails spécialisés dans le suivi législatif ont enregistré un nombre record de visites sur les pages liées à la procédure de destitution, au 25e amendement et aux prérogatives du cabinet. Cette intensification de l'intérêt public fonctionne, pour les acteurs institutionnels, comme un baromètre de légitimité. Plus le sujet est visible, plus on attend des personnes concernées qu'elles apportent des réponses claires, même si elles sont encore préliminaires. La multiplication des éditoriaux, des avis techniques et des interviews d'experts renforce l'impression que cet épisode a dépassé le cadre d'une simple dispute partisane. Ce qui est actuellement en question, c'est la cohérence des instruments de contrôle prévus par la Constitution américaine, leur capacité à agir de manière coordonnée et leurs limites de tolérance face à des actions présidentielles perçues comme potentiellement transgressives. Si le système est capable de répondre de manière cohérente à des épisodes de cette nature sans recourir à l'exception, cette réponse est encore en cours d'élaboration. La complexité des facteurs en jeu, la diversité des acteurs impliqués et l'absence de précédents directs font de cette affaire un terrain d'essai institutionnel. La poursuite de ce suivi, axée sur les développements formels et les interprétations juridiques émergentes,
est essentielle pour comprendre la trajectoire de la démocratie américaine en période de tension. Cette chaîne suit attentivement chaque étape de ce processus, offrant une lecture large et connectée entre les acteurs, les normes et les faits qui façonnent le cours des événements. Il existe différentes interprétations quant à la portée institutionnelle du cadre qui se dessine depuis quelques semaines. Pour une partie importante des analystes, la simultanéité entre la reprise d'une procédure de destitution et le débat encore réservé autour du 25e amendement ne doit pas être comprise uniquement comme un épisode supplémentaire d'instabilité, mais comme un premier signe de réorganisation dans la manière dont le système politique américain délimite désormais l'exercice du pouvoir présidentiel. Dans cette lecture, on observe le passage de mécanismes de contention du plan purement discursif au champ des possibilités institutionnelles concrètes. Même à un stade préliminaire, ce déplacement se manifeste déjà dans le langage adopté par les juristes, les commentateurs spécialisés et les universitaires. Des expressions telles que incapacité fonctionnelle, responsabilité partagée et érosion du paradigme de l'autocontention apparaissent plus fréquemment dans les avis techniques, les analyses éditoriales et les débats universitaires. Il s'agit d'un changement qui, bien qu'il n'ait pas encore d'effets pratiques immédiats, indique une évolution progressive dans la perception du rôle des institutions face à des comportements présidentiels qui mettent régulièrement à rude épreuve les limites constitutionnelles. A l'inverse, certains observateurs prônent la prudence face à l'idée d'une transformation structurelle. Pour eux, les événements récents ne représentent pas une rupture, mais l'intensification de tendances déjà identifiées auparavant. L'argument central soutient que, malgré la pression croissante sur le système, les instruments mobilisés restent les mêmes et se heurtent à des obstacles similaires à ceux des deux dernières décennies. La nouvelle présentation d'articles de destitution, par exemple, se heurte à nouveau à l'absence de soutien qualifié au Sénat pour une éventuelle condamnation. De même, la discussion sur le 25e amendement, bien que plus présente dans les analyses spécialisées, reste limitée au cercle technique et réservé, sans prise de position publique des acteurs centraux tels que le vice-président ou les membres clés du cabinet. Dans cette optique, l'épisode actuel amplifie les tensions connues, mais ne modifie pas de manière substantielle la logique de fonctionnement institutionnel. La capacité à émettre des avertissements reste dissociée de la capacité à prendre des décisions efficaces. Entre ces deux positions, certaines analyses adoptent une approche intermédiaire, se concentrant moins sur les résultats et davantage sur le processus en cours. Selon cette perspective, l'élément central du moment actuel, c'est l'articulation progressive entre des instances qui fonctionnaient auparavant de manière plus compartimentée. Les parlementaires, les équipes juridiques, les organes de contrôle et les secteurs de l'exécutif ont commencé à observer de manière plus coordonnée les effets cumulés des décisions présidentielles jugées problématiques. Cette convergence interprétative, même si elle n'est pas accompagnée d'initiatives formelles percutantes, modifie les critères internes d'identification et d'évaluation des risques institutionnels. Il en résulte un environnement dans lequel les signes de déviation sont reconnus avec plus de clarté, même si les instruments ou la volonté politique nécessaire à une réponse concluante font encore défaut. Ce mouvement, souvent imperceptible pour le public extérieur, peut indiquer une transformation progressive du fonctionnement réel des garanties constitutionnelles. Dans le domaine juridique, le débat s'est également intensifié autour de la possibilité d'une utilisation concomitante ou parallèle des mécanismes de responsabilisation. Les spécialistes en droit constitutionnel soulignent qu'il n'y a pas d'obstacle technique à ce qu'une procédure de destitution et une éventuelle application du 25e amendement aient lieu au cours de la même période historique. Cependant, l'absence de précédents consolidés rend difficile la définition de paramètres clairs pour cette superposition. Cette lacune interprétative ouvre la voie à des divergences sur l'instrument qui devrait prévaloir, le rôle spécifique du Congrès dans chaque scénario, et la manière dont se déroulerait, dans la pratique, un éventuel remplacement présidentiel résultant de la convergence entre les pressions internes et externes à l'exécutif. Sur ce point, le débat s'éloigne de la discussion sur la culpabilité individuelle et se concentre désormais sur l'architecture institutionnelle qui soutient la légitimité de toute action. La presta spécialisée a également souligné un changement de ton parmi les juristes qui, auparavant, défendaient une position plus restrictive de la part du pouvoir judiciaire. Une partie de ces experts, qui s'opposaient auparavant à l'extension de la judiciarisation des conflits politiques, suggère désormais que le système judiciaire doit être prêt à agir,
en tant qu'instance arbitrale, face à la possibilité de remise en cause simultanée des deux voies, la destitution et la destitution fonctionnelle. Ce revirement est lié à la crainte que l'absence de réponse institutionnelle claire ne contribue à renforcer le sentiment d'impunité. Dans cette approche, l'accent n'est pas mis sur l'évaluation de comportements spécifiques, mais sur la préservation de la cohérence du cadre normatif face à des comportements qui en repoussent continuellement les limites. Les tensions interprétatives se reflètent également dans le domaine politique. Au sein même des partis, différents groupes manifestent leur malaise face aux conséquences possibles de la crise. Au sein du Parti démocrate, les secteurs opposés à l'ouverture de la procédure de destitution font valoir qu'insister dans cette voie, sans garantie de soutien au Sénat, pourrait renforcer les discours de persécution politique. Au sein du Parti républicain, coexistent des positions qui varient entre la défense d'une retenue absolue et des préoccupations exprimées de manière réservée quant à l'érosion de l'image institutionnelle de la présidence. Ces divisions internes, bien que peu visibles publiquement, influencent le processus décisionnel. L'absence d'unité affaiblit la capacité de réponse collective et renforce la perception que le système fonctionne à la limite de sa stabilité, fondée sur le consensus. Face à ce scénario ouvert, les analystes accordent de plus en plus d'attention au facteur temps comme élément décisif. Il ne s'agit pas seulement du temps chronologique, mais aussi du temps institutionnel, qui détermine le rythme des réponses, la vitesse des procédures et la durée des opportunités politiques. Certains estiment que la poursuite d'épisodes similaires dans les mois à venir pourrait générer une pression croissante en faveur de décisions formelles. D'autres soutiennent que le système a tendance à absorber les tensions par des reports successifs, transformant des situations d'urgence apparentes en impasses prolongées. Cette incertitude renforce le caractère indéterminé du moment actuel. L'enjeu ne se limite pas à la conduite d'un mandat spécifique, mais concerne la capacité du régime démocratique à préserver sa cohérence interne face aux défis récurrents qui pèsent sur son mode de fonctionnement. Jusqu'à présent, aucun consensus ne s'est dégagé sur une issue possible. On observe une succession de mouvements partiels qui indiquent que les instruments de contention sont mis à l'épreuve. Ils ne sont pas nécessairement activés, mais considérés avec un degré de sérieux qui n'avait pas été observé depuis les épisodes les plus critiques de l'histoire récente. Dans ce contexte, la société civile et l'opinion publique restent des variables instables. La manière dont les différents segments sociaux interpréteront la légitimité ou le caractère arbitraire des mesures en débat peut influencer tant les prochaines étapes que le niveau d'acceptation de ces décisions. Les mois à venir ne seront pas seulement importants pour l'actuel président. Il pourrait s'y redéfinir, dans une certaine mesure, la manière dont les États-Unis assument la responsabilité du pouvoir dans des contextes de tensions prolongées. C'est pourquoi nous continuons à suivre chaque évolution avec une attention redoublée, non seulement pour enregistrer les événements, mais aussi pour comprendre ce qu'ils révèlent sur la résilience ou les limites du système constitutionnel américain.